Non mais attends, c'est pas possible, une télé ça s'envole pas comme ça. Et pourtant, j'ai regardé partout. J'ai même été à la cave pour voir si je l'avais pas descendu là-bas dans un accès de délire. Rien. Moi, ça m'est arrivé de perdre ma maison. Bon, c'est parce que j'étais bourré, hein. T'as essayé les brocanteurs? Si ça se trouve, quelqu'un l'a fauché pour la revendre. Ah bah, comme dans Requiem for a Dream. T'as des amis drogués? Oh putain, ce film, c'est la pire fin de film du monde. Il est tellement glauque. Ah ouais, carrément. Ah non, pour moi, la pire fin de film, ce serait... Oh, la maison de bambou de Fuller. Le film, il est bien, mais le plan du méchant, il est tellement débile as fuck que ça gâche absolument tout. Et toi? J'hésite. Et toi? Le film dans le film de Cannibal Holocaust. Joli. Bon, moi je pense que c'est Frankenstein et le monstre de l'enfer. Bah, attends, tu déconnes, elle est géniale cette fin. Mais non, c'est nul à chier, y a pas de conclusion. Puis le générique, il sort de nulle part. C'est quoi cette fin? Bah, en gros, le méchant... Le méchant passe le balai, voilà. Oui, non mais bon, tu peux pas résumer comme ça, il y a un contexte. Du coup, je vais te résumer le film et puis tu verras pourquoi c'est une bonne fin. Bah, Rouf, tu fais quoi? Pipi. Bon, alors, Frankenstein et le monstre de l'enfer est un film britannique à pas très gros budget du tout, sorti en 1974. Il s'agit aussi du dernier film réalisé par Terence Fisher. Genre un mélange entre Terrence Malick et David Fincher? Oui, c'est à peu près ça. Terence Fisher est un réalisateur britannique qui débutera sa carrière vers la fin des années 40 en enchaînant les séries B un peu fauchées, mais qui se fera un nom dans le genre surtout à partir des années 50 puisque c'est là qu'il sera engagé par la Hammer pour la réalisation de tout un tas de films tels que Frankenstein s'est échappé, Le cauchemar de Dracula, La revanche de Frankenstein, La maîtresse de Dracula, Frankenstein créa la femme, Dracula prince des ténèbres ou encore Kill Me Tomorrow, traduit par Meurtre sur un air de rock. Attends, le dernier c'est bien de Terrence Fisher, mais c'est pas produit par la Hammer. Oui, je sais, je triche un peu, mais je voulais vraiment vous partager le titre de ce film. A noter aussi que malgré la bonne cinquantaine de films, le bonhomme a tout de même eu un peu de peine à se faire un nom et à affirmer son style souvent éclipsé par les besoins de la Hammer. Il a ainsi pu être considéré comme un faiseur efficace au service de la personnalité de sa société de production. Ça peut sembler injuste, mais comme le dirait un fameux poète, ce n'est pas l'homme qui prend la Hammer, c'est la Hammer qui prend l'homme. Non Joe, tu peux plus faire référence à Renault, c'est fini. Mais pas du tout, il y a pas longtemps là, ils sortent encore des trucs, ils faisaient connard de Arrête, virus. c'est gênant. Tu as raison, je me sens tout seul. Bref, Frankenstein, le monstre de l'enfer, s'ouvre sur un cimetière quantique. Quantique? Parce que tout ce qu'il approche se retrouve automatiquement dans deux états à la fois. Donc dans le cimetière quantique, on retrouve Jacouille qui creuse la nuit, pendant qu'au même moment, un policier veille de jour. Jacouille charge le cadavre sur une charrette, une course-poursuite d'une rare intensité s'engage alors avec le policier. Et comme dans Fury Road, le méchant s'assomme avec une pelle et tombe dans un trou. Y a pas ça dans Fury Road? Ah bah ça aurait été vachement bien. Bref, Jacouille amène le cadavre à Simon, un jeune médecin menant des expériences témoignant de la frontière floue qu'il entretient avec la notion de moralité. Jacouille, encore sous l'influence du cimetière quantique, explique qu'il refuse de rentrer dans sa chambre non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il a peur. Vous avez peur? C'est pas ça, je suis déjà entré. Dans ce cas, qu'est-ce qui vous fait peur? Ce qu'il y a dedans. Je suis pas sûre d'avoir compris. Bah c'est simple pourtant, il a pas peur de rentrer dans la chambre, par contre, il a peur de ce qu'il y a dans la chambre. Bah du coup il a peur de rentrer dans la chambre. T'écoutes rien du tout. Mais ce n'est pas très important, Jacouille part nocé et Simon poursuit ses expériences. On découvre alors qu'il s'inspire du travail de Frankenstein, mais aussi qu'il est peu soigneux. Non mais regardez dans quel état il laisse le livre superbement illustré qui plus est. Au même moment, Jacouille se fait arrêter et il dénonce Simon. Du coup, c'est quand même pas mal la merde, parce que Simon est entouré de cadavres découpés en plein 19e siècle. Il risque sa vie s'il se fait arrêter, c'est pourquoi je trouve sa réaction à la vue de la police absolument pas disproportionnée. Oh mon Dieu. Non, sérieusement, il réagit comment? Oh mon Dieu. Tu me promets? Oui. Et pour moi, cette réaction est juste fascinante. Oh mon Dieu. Je trouve que le combo entre le doublage qui s'emmerde, le regard éteint, le manque de gestuelle, c'est la mort de la dramaturgie, c'est le coma de l'émotion. Bref, c'est génial. Bon, du coup, il cache son labo sous un drap et se dissimule lui-même très habilement derrière un rideau. Le policier rentre et... Rouf. Mais malgré ses efforts démesurés pour cacher ses méfaits comme sa personne, il est découvert. Non. Il est alors reconnu, Coupable d'une série d'amputations vraiment épouvantables. mais vu qu'il a une bonne tête, le juge lui colle seulement 5 ans dans un asile. Il est amené auprès de ses nouveaux geôliers qui l'emmènent dans l'établissement. Bonne chance, mon enfant. À bientôt. À bientôt alors. Bye. Et prenez soin de vous. Bref, les deux geôliers, dont un est d'ailleurs doublé par Rambo, Je vous retire votre paye et aussi vos avantages divers. Mais c'était Hans qui était... Alors vous paierez ensemble. C'était pas ma guerre. amènent Simon rencontrer le directeur. On apprend que le docteur Frankenstein a été enfermé ici, mais... Laisse-moi deviner, en fait il est mort.
Oh, bonjour, inspecteur Colombo. Écoutez, faites comme chez vous, prenez une chaise et un café. Comment va votre femme? On peut pas faire du sarcasme les deux, sinon le public va être perdu. Tu crois? Ouais, c'est possible. Alors, après cette visite, les geôliers réunissent les pensionnaires de l'asile et arrosent Simon à haute pression, ainsi que l'objectif de la caméra. Ce moment de spectacle intense est heureusement interrompu par... le docteur Frankenstein! Tu sais, tu peux revenir au lieu de faire des bruitages dans la cuisine. Connard de virus. Bon, je sais qu'il faut qu'on avance, mais je suis obligé de mentionner cette apparition qui m'amuse beaucoup. Ce zoom avec la focale pas assez longue pour donner l'effet, le fait que ce soit cut aussi sauvagement et que ça s'accompagne de Peter Cushing qui semble à la bourre... Ah, ça tourne! Ok. T'as pas le droit de te moquer de Peter Cushing. Non, mais je me moque pas de lui, mais de la manière dont il est filmé, parce qu'il... Le docteur Frankenstein, qui était mort mais finalement non, engueule tout le monde et on comprend rapidement que c'est lui le chef de cet asile. On fait aussi la connaissance du protagoniste féminin du film, surnommé l'Ange, une femme charmante qui se démarque par le fait qu'elle est muette. Mais bon, le film date des années 70 et depuis on a pris conscience de certaines choses et on laisse enfin un petit peu plus la parole aux personnages féminins dans les œuvres de fiction. Simon rencontre Frankenstein et ce dernier le sculpte pendant plusieurs minutes où on a droit à ça. Coucou. Ouais, je crois que t'as la syphilis. Oh. Mais je vais quand même recontrôler pour être sûr. C'est tout bon pour Simon, il va bien, et il déduit même que Peter Cushing est Frankenstein, sans doute a-t-il vu les films précédents. Il apprend que ce dernier se fait passer pour mort afin de mener tranquillement ses expériences. Simon accompagne Frankenstein dans sa visite des malades. On rencontre un père Fouras qui se prend pour Dieu, une vieille dame qui barberousse ses médecins, et un génie qui, comme tous les génies, nous signale qu'il est un génie à travers le décor en écrivant partout sur les murs des chiffres très compliqués. Non, Rouf, ça marche pas comme ça, et c'est ma cuisine! Après ces visites, tout le monde va se coucher, mais personne n'arrive à pioncer car de mystérieux cris se font entendre. Simon sort enquêter et trouve un laboratoire secret. Frankenstein le surprend, mais c'est chill et il lui montre alors sa créature. Mon Dieu. Attends, j'ai pas bien compris, tu peux me refaire sa réaction? Mon Dieu. Non, mais pour de vrai. Mais c'est pour de vrai! Sérieusement, je trouve que c'est rare d'atteindre un tel niveau de non-jeu. Et je sais ce qu'il devait se dire. Je vais essayer d'en exprimer le moins possible pour faire passer mes émotions en subtilité. Et ça, ça marche jamais! C'est fascinant. C'est un film où tout l'enjeu, c'est qu'à partir de quelque chose de mort, on crée quelque chose de vivant. L'acteur de ce film fait l'exact inverse. Bref, ça me fait tellement réagir que j'ai finalement pas dit un mot sur la créature qui, elle est moche, quoi. Si le docteur Frankenstein passe de ça à ça, c'est qu'il est sur une fin de carrière assez compliquée. Et c'est apparemment vrai puisqu'il explique ne plus être capable d'opérer à cause de ses mains brûlées. Simon se propose à aider, zou, on pose des yeux à la créature et il ne reste plus qu'à attendre de voir si ça marche. Et si tu as toujours voulu voir un Peter Cushing qui se déride et rigole, eh ben voilà un jeu de mots qui fonctionne super bien sur lui. Quand l'effet du narcotique sera dissipé, alors nous verrons. Il faut espérer que c'est lui qui verra. Lui qui verra. Désolé. Qui verra. J'adore ça. Oh, je ne croyais pas que c'était si amusant. Bon, la créature fonctionne bien, elle arrive même à se libérer, mais en fait non. Il lui manque plus qu'un cerveau hors du commun, du genre qui joue du violon et qui écrit sur les murs. Et c'est bien dommage, car ils ont un génie sous la main, mais... Mais il est en parfaite santé. Il peut vivre encore 10 ans. Alors, C'est juste, il pourrait. Sauf que ça tombe bien, puisqu'on apprend le lendemain qu'il s'est suicidé. Opération du cerveau, plan qui me fait beaucoup trop rire pour ce que c'est. Tout se passe bien et se conclut sur... Si la réussite est au bout, tous mes sacrifices n'auront pas été vains. Alors, je sais que c'est un truc assez cliché, pourtant moi j'aime bien. Parce qu'elle permet d'un seul coup d'humaniser et de complexifier le personnage qui la prononce. Par exemple ici, Frankenstein est un individu calculateur et froid qui semble obsédé par la réussite comme seul but final. Mais avec une telle phrase, on prend conscience non seulement qu'il a conscience des sacrifices commis, mais aussi que ces derniers participent à l'enjeu de réussite. Il est alors obsédé par la réussite et c'est bien normal car c'est son seul chemin de rédemption. C'est complètement le fameux « la fin justifie les moyens », en ayant conscience constamment que les moyens coûtent très cher. Et cette configuration où les moyens ont été empruntés mais que la fin n'est pas garantie est une thématique qui m'intéresse personnellement beaucoup. En plus, ça peut faire le lien avec le mythe de Prométhée, qui est quand même le sous-titre de l'œuvre originale de Mary Shelley.
Ok, et comment ça se traduit? Comment ça? Bah en général, quand tu pars sur une explication au milieu de film, tu montres comment la mise en scène l'illustre. J'y viens. C'est intéressant de noter que les plans rapprochés ou les gros plans ne sont pas légion dans le film. Or, quand il prononce cette phrase, on a droit non seulement au traditionnel travelling avant dont j'ai parlé dans Good Will Hunting, mais aussi d'un plan plus serré. Et c'est tout? Ben ouais. Décevant. Mais par contre, je peux parler des gros plans de la créature. Là-dessus, il y a un paquet de trucs à dire. Non, mais ça je m'en fous. Donc la créature se réveille et prend conscience de son existence. L'ange est alors la première à être témoin de la réussite de l'opération. Aidez-moi. Nope. Bref, la créature a l'air de bien fonctionner à l'exception de ses lèvres. Mais ce n'est pas grave, ils partent nocer comme jamais, laissant la créature seule tentant de jouer un air de violon. Et ça, c'est un siècle avant les Who. À présent, revenons aux choses sérieuses, puisque le film nous fait une Will Hunting, mais on se rend compte que la créature perd de plus en plus ses facultés pour revenir à un stade plus animal. Donc pour éviter qu'elle ne régresse, on l'engraisse. C'était nul. Bon, si tu veux faire des commentaires, tu viens ici. Bref, ça ne marche pas, donc nouvel échec pour Frankenstein qui est tout raplapla. La créature en profite pour tenter de s'échapper, mais boum! MMA avec le docteur Frankenstein, elle est maîtrisée. Frankenstein a alors une idée, donner naissance à une nouvelle créature en la faisant s'accoupler avec l'ange. 2 secondes. C'est bon, tu peux reprendre. Évidemment, Simon, lui, il trouve ça un peu tout pourri. Il tente alors d'empoisonner la créature, puis de la poignarder, mais ça ne marche pas et la créature va déterrer le corps qui lui appartenait. Petit moment chant contre chant tragique, mais un peu rigolo, mais tragique. Mais rigolo. Elle tue le directeur de l'asile, puis se fait flinguer, et c'est là encore un moment tragique, sauf qu'ils ont oublié de prévenir le responsable figurant. Sérieusement, regardez-lui, c'est ridicule. Et là, on arrive à la fin. Qui est nul. Qui est bien. Qui est quoi? La foule s'attaque à la créature, croyant que celle-ci va s'en prendre à l'ange. Elle est violemment dépecée, jusqu'à ce que Frankenstein arrive et renvoie tout le monde. Frankenstein retourne dans son labo avec Simon et l'ange, puis dit ceci. Votre créature est morte, détruite. Oh, ça n'a aucune importance, c'est sans doute beaucoup mieux comme ça. Il ne servait à rien, ni à nous, ni à lui-même. Mais une autre fois, Une autre fois? mais bien sûr, nous en discuterons en détail plus tard. Frankenstein nettoie son laboratoire. Fin. Ah ouais, tu dis fin, mais en fait y a pas de fin. Voilà, c'est nul. Bon ben, maintenant que tu m'as intégralement raconté le film, tu me le recommandes? Pourquoi pas? Je vais revenir déjà sur ce qui est évident. Le film a un tout petit budget, et ça se voit clairement à l'image. Je vous ai assez montré la gueule de la créature, mais on peut aussi parler des décors qui sont malheureusement répétitifs, et même au niveau du casting, puisque rarement un asile n'aura été aussi vide. Vous voyez cette foule? On la voit 2 fois, c'est tout. Le film souffre du coup aussi de cet effet de tournage plateau, où on a l'impression que la caméra est posée du côté du public, et filme une scène sans jamais montrer de contre-champ pour donner l'illusion d'un espace homogène et habité. Tout le contraire de ce qu'on fait là. C'est vrai. Ça permet de rendre le lieu plus vivant et le fait de donner à voir le contre-champ renforce l'immersion puisqu'il fait disparaître l'espace dédié à la caméra. Je confirme. Le fait qu'un film soit fauché n'est pas forcément un frein pour moi seulement, je trouve que là, les choix qui sont faits pour économiser ne sont franchement pas toujours les bons. Un autre point, c'est la durée. Bah il fait qu'1h30. Exact. Mais j'ai des fois l'impression qu'il étire des scènes pour atteindre péniblement ces 1h30 comme ce fameux moment médical. Et des scènes entières me paraissent inutiles, surtout quand la VF déploie des efforts incommensurables pour paraître aux fraises. Je dois vous arrêter. Pour sorcellerie. Pourquoi? Pour sorcellerie. Enfin, il faut mentionner une direction d'acteur laborieuse dont la principale victime est évidemment Shane Bryant dans le rôle de Simon. Un acteur qui manque un peu d'expérience et qui donne l'impression d'une planche de bois qui traverse ce film. Ceci dit, j'aime bien le film. Eva? Non, c'est bon, je voulais juste la partie où tu défonces le film. Hey! Eh bien, je l'aime bien, parce que déjà, il respecte le matériau de base qu'il exploite. Le principe de la créature de Frankenstein, c'est d'être l'illustration de notre propre monstruosité. Ça illustre que lorsqu'on poursuit notre but en s'affranchissant de toute moralité, ça débouche rarement sur une bonne chose. Donc c'est un peu celui-là où les valeurs morales sont inhérentes au bon fonctionnement de l'humanité. Mais surtout, Frankenstein, c'est une démonstration sur l'importance primordiale de l'empathie. Ça l'illustre avec des individus ou des foules qui s'insurgent contre la créature sur la seule base de sa différence. Du coup, les Frankenstein sont des films de monstres où le monstre n'est pas la créature, mais nous, l'humain. Au passage, je ne peux que vous recommander le modèle du genre Freaks, qui est un film incroyable sur la question, mais aussi le Frankenstein de 1931 qui, malgré son âge, garde une évocation poétique incroyable et reste hyper bien foutu. Il a presque 100 ans. Et il est toujours aussi bien.
Et en plus de ça, on retrouve Peter Cushing, un acteur qui pète la classe et qui semble un max investi. Il est intimidant, son regard est glacial, mais il y a quand même ce moment où il rit. Et surtout, c'est une production Hammer. Alors certes, le studio est sur la fin de vie, mais on retrouve plus ou moins la même formule. Alors il n'y a pas d'érotisme, élément qui faisait aussi la marque de la production la décennie précédente, et c'est bien dommage, mais il y a pas mal de séquences gore qui font un peu cheap. Donc si vous avez une attache particulière à ce genre de film et d'esthétique, bah celui-ci est tout à fait appréciable. Oui, mais la fin est nulle. Mais je t'en prie, Rouf, viens t'asseoir, exprime-toi. Non. Perso, c'est un film que j'apprécie sincèrement. Du coup, cette fin m'énerve d'autant plus parce qu'elle gâche tout le film. Le fait que la créature soit tuée, ça fonctionne. Mais retrouver nos 3 personnages prêts à poursuivre leurs tâches me pose un réel souci. En fait, les relations entre les personnages n'aboutissent à rien. La confrontation face à Frankenstein s'éteint trop vite. L'ange n'a pas d'évolution non plus. Quant à Frankenstein, Il passe le balai. il passe le balai dans son labo, il passe le balai sur ce film, il fait comme si ça n'avait pas existé, et comme si moi, je n'avais pas perdu 1h30 de ma vie, ça m'énerve. Heureusement, j'ai un yaourt. Ok, mais je ne suis quand même pas convaincu. Parce que je trouve que le fait de passer à autre chose comme ça renforce justement ce sentiment de tragédie. Regarde, la démonstration du film, c'est d'appuyer sur la façon inhumaine dont les hommes vont traiter la créature. Elle est enfermée dans une cage, elle sert de bête de foire pour la gloire d'un scientifique fou et inspire l'horreur auprès de n'importe quel individu. Du coup, le fait qu'elle meure et qu'on passe immédiatement à autre chose alors que nous, spectateurs, avons eu le temps de nous attacher un peu à elle, renforce ce sentiment d'injustice envers elle. Je trouve que ça marche. Et je trouve d'ailleurs que dans ce film, c'était une erreur de finalement donner un nom à la créature, parce que le fait même de l'anonymiser, ça participe à cette démonstration tragique. Mais, j'ai un autre problème avec cette fin. Ah ouais? Lequel? Pour ça, il faut remettre le film dans son contexte. C'est le dernier Frankenstein de la Hammer. C'est le dernier film réalisé par Terence Fisher. Frankenstein et le monstre de l'enfer, c'est un des derniers coups de la Hammer pour enfoncer le clou de son cercueil. Ah ok, c'est bon, Jolet, tu peux continuer. Quand tu sais ça, tu veux voir une conclusion. Pourtant, avec ces personnages qui finissent ensemble, on a l'impression que le studio préparait une série de suites et ça me rend triste de voir que toute cette ambition ne se concrétisera jamais. Me dire que le tout dernier film, le tout dernier plan de Frankenstein me le montre en train de passer le balai, ça me déprime. Et malheureusement, j'ai fini mon yaourt. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Cool, on va manger une glace. Mais j'aime quand même bien cette fin, moi. Déjà parce qu'un film, c'est un objet à part entière. On doit pouvoir l'apprécier, l'évaluer et même l'analyser hors de tout contexte. Ceci dit, je trouve qu'avec son contexte, la fin est encore mieux. En fait, je trouve que cette fin illustre bien la fin de la Hammer. Imaginez, la Hammer, c'était le studio qui avait remis à la mode des figures comme Dracula ou Frankenstein, des monstres issus de la littérature britannique qu'un studio britannique a su se réapproprier avec de nouveaux codes, certes, mais tout en gardant une certaine fidélité aux matériaux d'origine. Mais rapidement rattrapée par la concurrence, elle va petit à petit être dépassée, notamment avec certains films d'horreur qui offriront de nouveaux angles d'approche du genre. Les créatures de la Hammer deviennent alors has-been, mais le studio continue ses tentatives de créer le petit film qui sera assez rentable pour amadouer de quoi poursuivre ses expériences. La Hammer, c'est Frankenstein, en moins immoral j'espère. C'est une bonne métaphore du créateur. Et ce que je dis là marche aussi avec Terence Fisher, d'autant plus quand on met en parallèle la figure vieillissante de Frankenstein qui ne peut plus créer seul avec celle du réalisateur dont c'est le dernier film. Et si les studios ou le réalisateur peuvent être incarnés à travers la figure de Frankenstein, la créature, elle, c'est le film qu'on regarde. N'importe quoi, c'est que des fake news que tu dis. En fait, franchement, cette lecture méta fonctionne à balle dès lors qu'on se concentre sur nos personnages, à commencer par la créature de Frankenstein. Déjà, de quoi est composée cette créature ? De morceaux de personnes assemblés pour créer un tout. Ça renvoie ainsi à l'idée que le cinéma est un art collectif, dont l'œuvre finale est le fruit de tout un tas de personnes qui ont chacune leurs compétences. Du coup, pour moi, la créature de Frankenstein, c'est le monstre parfait pour parler de cinéma. Mais en plus de ça, cette lecture fonctionne même sur le contenu même du film, puisqu'un film, c'est l'assemblage de tout un tas d'influences plus ou moins importantes et variées. C'est le cas de ce Frankenstein et le monstre de l'enfer, puisqu'il reprend déjà Frankenstein et sa créature, et il mélange ça à d'autres influences, et en particulier une, le sang du vampire. Tu vas faire un résumé du sang du vampire. Non, mais je vais dresser quelques parallèles et vous le conseiller parce qu'il est vraiment très cool. Les deux films s'ouvrent sur un déterrage, dans les deux on a pour héros un jeune médecin blond, les deux se font arrêter et sont mis dans un asile, les deux vont avoir droit à un traitement de faveur, car les deux vont se retrouver les assistants d'un autre type, plus maboule encore, les deux vont mener des expériences grâce à des détenus, bref, je pense qu'on peut dire que Frankenstein et le monstre de l'enfer est une assez grosse copie du sang du vampire. Donc voilà, Frankenstein et le monstre de l'enfer, le film, en fait c'est lui le monstre. Ce monstre a été réalisé avec peu de moyens et manque cruellement de gueule. Un film que beaucoup prendraient plaisir à railler et à considérer comme tout pourri. Du coup, cette fin, moi, je la projette un peu sur le film. Voir la créature être dépecée pour le bon plaisir d'une foule sans esprit, pour voir ensuite son créateur se dire qu'il fera mieux la prochaine fois en n'ayant aucun sentiment envers son œuvre, je vois un film à petit budget être sacrifié sans état d'âme pour passer à la suite. Sauf que le tragique là-dedans,
c'est qu'il n'y aura jamais de suite. Pour moi, la Hammer était finie. Elle n'existait plus. Elle avait perdu son poids sur le public et elle avait disparu. Il faisait des films qu'on ne devait même pas voir, médiocres à cette époque-là. Son réalisateur va s'éteindre, le studio va plus ou moins faire de même. Du coup, moi je vois cette fin comme un optimisme un peu fou. La croyance que ce système de la Hammer, qui a apporté son lot de films inoubliables, qui a fait découvrir des acteurs fantastiques et remis au goût du jour des créatures fascinantes, pouvait continuer ainsi sans jamais s'arrêter. J'aime cette fin parce que je vois une petite production poursuivre inlassablement dans cette voie, sans chercher à se réadapter pour correspondre aux attentes d'un nouveau public. J'aime cette fin car plutôt que de concéder l'échec, se dire que c'est fini, on continue de créer. J'aime savoir aussi que les studios n'ont jamais véritablement disparu, puisqu'ils offrent un soubresaut en 2012 avec le plutôt sympathique La Dame en Noir, où on retrouve d'ailleurs Harry Potter. J'aime cette fin, et j'aime cette absence de fin. Ah, bah t'es là ? Bah ouais, Pourquoi ? parce que maintenant j'aime cette fin en fait. Cool. On va manger une glace. Oh ouais, des glaces. Une petite glace. Ah oui. J'ai trop envie d'une glace. Frankenstein et le monstre de l'enfer n'est clairement pas le meilleur film d'horreur, ni le meilleur film de monstre. Il n'est même pas le meilleur film de la Hammer ou de Terence Fisher. Pourtant, il garde en lui cette aura de fin d'aventure, de poursuivre une utopie un peu absurde sans jamais arriver à ses fins. C'est pour ça que je l'aime bien. Car c'est sans doute cette même méconnaissance de ce que sera demain qui nous permet de conserver une certaine insouciance. Aussi égoïste ou con que cela puisse paraître, on a vraiment besoin de légèreté. Et parfois, c'est mieux encore lorsque cette légèreté est partagée. C'est quand même fou un film. Il y a des tas de gens qui dépensent du temps et de l'argent pour créer un truc qu'au final on sait même pas si ce sera bon ou mauvais. On sait même pas s'il y aura quelqu'un pour le regarder en plus. Bah, c'est pas si absurde à partir du moment où les gens qui le font trouvent du sens dans le simple fait de créer. Ouais, peut-être. Un peu comme nos vidéos en fait. How long will I have to wait, standing at the station gate? Broken hearted, gotta get started, going back to Old Yazoo. Oh, take me back to Old Yazoo. Everything up here is new. I can't stand it, just